Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, coup de projecteur sur les commissaires de course de l'Automobile Club de Monaco. Ils sont considérés comme les plus efficaces au monde. Nous les avons suivis juste avant le coup d'envoi des essais qualificatifs du Grand Prix historique. Puis nous recevrons l'un des engagés dans cette 12e édition, l'ancien pilote de Formule 1 Jean Alesi. Il est en course au volant d'une monoplace mythique, celle de Niki Lauda. Qui peut stopper l'AS Monaco? Le club de la Principauté 3e du championnat réalise une deuxième partie de saison palpitante. Comment l'expliquer? Nous l'évoquerons avec le défenseur Djibril Sidibé. Et enfin, les Ballets de Monte-Carlo présentent l'AC jusqu'à lundi au Grimaldi Forum. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Mais avant cela, vous avez pu suivre en direct aujourd'hui sur notre antenne les essais qualificatifs du Grand Prix historique. Ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses de cette course exceptionnelle. L'Automobile Club de Monaco nous a ouvert ses portes et nous a permis de suivre les commissaires de course. Frédéric Elion et Thomas Deus les ont suivis aujourd'hui. Voyez leur reportage. Année après année, ils se sont forgés une réputation solide grâce à leur travail et leur réactivité au bord de la piste. Les commissaires de l'Automobile Club de Monaco sont considérés comme les plus efficaces au monde. Mobilisés cette année sur 3 épreuves, le Grand Prix historique, le e-Prix de Monaco et le Grand Prix de Formule 1. Pour certains, la journée démarre très tôt, dès 7 h du matin, par un briefing quotidien. Tous les matins, nous avons une réunion de nos 42 chefs de poste, intervention, où on fait le débriefing un petit peu de ce qui s'est passé la veille et on donne les derniers conseils, aussi bien d'actualité que d'informations qui peuvent tomber dans la nuit ou en tout début de matinée pour qu'ils soient parfaitement opérationnels et en même temps on débriefe les interventions qu'il y a eu, s'il y a des petites choses à améliorer. Depuis 2018, on n'avait plus vu de voitures historiques sur le circuit. Alors c'était un grand retour, c'est aussi pour nous un round d'entraînement et pour l'e-Prix et pour la Formule 1. La première journée d'essais qualificatifs de ce Grand Prix historique a été marquée par plusieurs drapeaux rouges et des sessions interrompues à cause de la présence d'huile sur la piste. Pendant les stages de formation des commissaires, une partie est consacrée justement à l'huile, avec l'épandage d'un produit pour l'absorber, le mode de balayage et de piétinement. Ce point a d'ailleurs été réexpliqué ce matin. Il y en a qui mettent le produit, il y en a qui balayent et derrière on piétine côte à côte. On ne va pas dans tous les sens et on n'en balance pas dans tous les sens. Après une session de questions-réponses, le briefing est terminé et la journée peut débuter pour tous ces commissaires qui contribuent au rayonnement de la Principauté et de ses grands prix dans le monde entier. Ce Grand Prix historique rassemble une centaine de participants, parmi eux des anciennes gloires de la Formule 1. On peut citer René Arnoux, mais aussi le Français Jean Alesi. Il a disputé ici 11 Grands Prix et retrouve avec grand plaisir le circuit mythique de Monaco au volant d'une monoplace historique qui avait réalisé une pole position ici même en 1974. Jean Alesi est avec nous ce soir. Bonsoir Jean. Bonsoir. C'est la première fois que vous participez en tant que pilote au Grand Prix historique ? Oui, c'est la première fois. J'ai été invité par un collectionneur de Ferrari et quand on m'a dit quelle voiture éventuellement j'aurais pu conduire, j'ai pu que dire oui en fait parce que c'est la voiture de Niki Lauda, une voiture mythique donc voilà. Quelles sont les sensations au volant de ces monoplaces d'antan, Jean? Les sensations sont incroyables. Alors bon, ça fait 20 ans que j'ai plus roulé sur la piste, donc c'est sûr que j'ai perdu mes repères, mais c'est des voitures qui développent 500 chevaux. Et qui pèse 480 kg. Donc en fait, il faut s'en occuper parce qu'elle glisse beaucoup et les virages ils vous sautent au visage. C'est vraiment magnifique. C'est une voiture que vous avez pu tester avant sur le circuit Paul Ricard, hein? Oui, c'est ça. Au circuit Paul Ricard, on a fait une séance d'essai surtout pour la position, qui est très différente, puisqu'il n'y a pas trop d'espace à l'intérieur. Donc il faut vraiment utiliser tous les petits angles possibles pour le confort. Et puis rouler sur ce circuit mythique que vous avez bien connu, le circuit de Monaco, j'imagine que ça a une saveur particulière, hein? Absolument, absolument. Monaco, c'est le circuit par excellence, connu dans le monde entier, l'endroit glamour et puis une piste qui donne des sensations aux pilotes uniques. Quel souvenir gardez-vous justement de vos Grands Prix de Formule 1 à Monaco? Mon premier Grand Prix, bon, j'avais fini deuxième derrière Ayrton Senna, mais surtout j'avais été invité au Palais pour le dîner officiel
Et ça, c'est des choses qui m'avaient énormément impressionné. Je rentrais dans un monde tout nouveau pour moi en fait. Alors avec cette monoplace de 1974 de Niki Lauda, vous restez fidèle à Ferrari, Jean Alesi? C'est obligatoire ça. Professionnellement parlant, ça a été mes meilleurs moments de ma carrière. Et de pouvoir reconduire cette voiture, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et la tenue du Grand Prix historique et du e-prix, hypothétiquement également du Grand Prix de Formule 1, de retrouver cette effervescence d'un Grand Prix, j'imagine que là aussi, pour vous, ça doit être très particulier et vous savourez ce moment à 100%. Hein. À 100%, j'ai eu la chance de rester quelques heures avec Prince Albert tout à l'heure et il faut vraiment remercier la principauté, mais tous les acteurs qui sont toujours présents, c'est fans, c'est passionné, l'Automobile Club, de pouvoir être présent dans toutes les catégories, parce qu'il y a une nouvelle catégorie qui est l'e-prix, et puis le Grand Prix historique et évidemment le Grand Prix de Formule 1. Jean Alesi, on ne peut pas vous avoir sans vous parler d'un des pilotes que toute la population monégasque supporte, c'est Charles Leclerc. Que pensez-vous de sa jeune carrière ? C'est un garçon qui fait du bien à la Formule 1, qu'il soit monégasque, c'est fabuleux, parce qu'il a grandi au milieu de cette ambiance de Grand Prix, parce que Monaco c'est aussi un rendez-vous qui est toujours attendu, et Charles il est exceptionnel, il est jeune, il a évidemment un talent fou, il est connu pour Ferrari, donc ça c'est le petit plus par rapport pour moi qui le suis. Et voilà, on lui souhaite bonne chance et j'espère que cette année sa voiture sera meilleure que l'an passé et que rapidement il sera champion du monde. Oui, on l'espère aussi. Merci beaucoup Jean Alesi de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui. Merci. Et sachez que Jean Alesi a réalisé le deuxième temps des qualifs de sa série. Il partira donc sur la première ligne demain. Restons dans le sport auto avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Faisons un premier point sur la Formule E et les résultats du e-prix de Valence. Bonsoir Émilie, une course à oublier pour l'écurie Rocket Venturi Racing. Norman Nato et Eduardo Mortara n'ont pas pu terminer la course. Le pilote français ayant utilisé la totalité de son énergie avant de franchir la ligne, le Suisse a lui été impliqué dans un accident. La course a été remportée par le néerlandais Nick De Vries. On passe au basket avec une nouvelle victoire pour la Roca Team en Jeep Elite. Un succès 82-70 obtenu sur le parquet de Strasbourg, qui était 3e du championnat au coup d'envoi. Menés de 7 points à la mi-temps, les joueurs de coach Mitrovic ont fait la différence au retour des vestiaires. 7 joueurs terminent le match à 8 points ou plus. Avec ce succès, la Roca Team conserve son invincibilité à l'extérieur en Jeep Elite et peut désormais se concentrer sur la finale d'Eurocup et le match 1 prévu mardi soir à domicile face à Kazan. Et nous y serons bien évidemment. Et enfin, un mot de football, l'AS Monaco se déplace à Angers dimanche à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Le sprint final est bel et bien lancé, Émilie, et s'annonce passionnant avec 4 équipes qui se tiennent en 3 points à 5 journées du terme de la saison. Monaco 3e, à 2 points du leader, se déplace à Angers 12e, qui n'a plus grand-chose à jouer. Alors qu'ils ont longtemps avancé cachés, les Monégasques clament désormais qu'il faudra compter avec eux pour la course à la Ligue des Champions, voire au titre. I said, so when everything is done, we are fourth. I'm going to speak about more, and I said now the race for the podium is open, so everything is possible. We know, and I can talk a lot, the players can talk a lot, we can talk all a lot, but important is the truth on the pitch, and the truth on the pitch is for me the most important indicator. So if we continue in the way like we did the last 4 months, I'm very positive. Et Monaco a un vrai coup à jouer ce week-end, Émilie, en cas de bons résultats à Angers, car Lyon et Lille, 2 concurrents directs, s'affrontent dimanche soir. Et justement pour aborder ce déplacement face à Angers, mais aussi la montée en puissance de l'AS Monaco en cette fin de saison, nous sommes avec un champion du monde et champion de France avec le club de la Principauté en 2017, le défenseur Djibril Sidibé. Bonsoir Djibril. Bonsoir. On assiste à une fin de championnat assez palpitante. Monaco a les arguments pour prétendre au titre. Ouais, c'est un grand mot le titre. Je pense que ça reste quand même un rêve cette saison vu le parcours de notre
belle et jeune équipe cette saison. Maintenant, je ne dirais pas qu'on vise le titre, mais qu'on est à l'affût des clubs qui sont devant nous. Donc voilà, on va rester concentré sur le travail et puis pourquoi pas espérer, mais on reste modeste à ce sujet-là. Oui, la concurrence est sévère. Ce week-end peut être déterminant quand on sait que Lyon reçoit Lille. On va être attentif, mais avant ça, il ne faut pas se déconcentrer. On a un match très important. Tous les matchs sont importants, mais Angers, c'est la priorité. Et puis, bien évidemment, on sait qu'il voilà, y a une des deux équipes qui perdra des points à l'issue de cette rencontre. Et si nous, on peut voilà, éventuellement en profiter d'un faux pas on ne va pas dire nos concurrents, mais de ces clubs qui sont toujours devant nous, on sera ravis. Ouais, on va revenir sur cette rencontre face à Angers dans quelques instants, mais comment on peut expliquer, Djibril, l'excellente saison de l'AS Monaco? Il y a eu une prise de conscience individuelle et puis aussi collective de la part de l'ensemble du club, des joueurs, des dirigeants et du staff technique. Voilà, on sait que ces 2 dernières années ont été mouvementées dans le club. Mais voilà, on s'est réfugié dans le travail, dans la rigueur, dans la discipline. Et puis aujourd'hui, on voit les fruits de nos sacrifices. Et puis il y a l'arrivée de Niko Kovac? Oui, bien évidemment. C'est sûr que voilà, le coach a mis sa patte dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu le très haut niveau et puis voilà, qui a une rigueur au-dessus de la moyenne. Donc voilà, il est là et il nous encourage. Il arrive à nous transcender et puis nous apporter son vécu et son expérience aussi. Qui nous aide fortement dans un premier temps à l'entraînement, mais surtout en match. Oui, et puis son ambition aussi, et peut-être la vôtre, est d'aller décrocher cette place en Champions League aussi. On savait que dès le début de saison, ça allait être compliqué parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de mouvements, mais voilà, en tant que joueur de l'AS Monaco, on se devait d'honorer ce blason et puis de faire l'effort pour arriver à atteindre nos objectifs. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Maintenant, voilà, il y a une fin de saison qui est excitante. Et puis, comme je le dis, c'est un rêve de disputer la Champions League. Donc, on va tout faire pour aller chercher cet objectif maintenant. Et la Coupe de France aussi fait partie des objectifs de l'AS Monaco. On le rappelle, vous vous êtes qualifié cette semaine pour les demi-finales en battant l'Olympique Lyonnais. C'est une compétition à part. On sait l'importance de cette coupe en France, dans le monde entier d'ailleurs. Donc, c'est un résultat très positif face à une belle équipe de Lyon. Voilà, ces victoires-là qui ne sont pas évidentes, surtout que c'était à l'extérieur, mais voilà, on a affiché une belle solidarité durant ce match-là. Maintenant, voilà, il y a encore 2 matchs à jouer, donc on est conscient qu'on peut écrire une belle histoire. Donc là, on va bien récupérer parce qu'on a un enchaînement de matchs très important, mais voilà, c'est dans nos têtes. Et puis on espère qu'à la fin, on pourra décrocher une coupe. Ouais, ça reprend dimanche face à Angers. À quel type de match vous vous attendez? On sait tous qu'à Angers, c'est très difficile. C'est une équipe bien organisée, qui a l'expérience de la Ligue 1. Même si ces dernières semaines, voilà, ils n'ont pas eu les résultats en leur faveur. Mais voilà, les matchs à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Mais voilà, on va là-bas avec un état d'esprit de guerrier. On veut faire un résultat parce que voilà, on est sur une bonne dynamique et puis on veut continuer la série tout simplement. Ouais. Et puis à titre personnel, Djibril, comment vous vous sentez? Vous venez de fêter votre 140e apparition avec le maillot rouge et blanc. Oui, c'est un honneur, c'est une grande fierté. Voilà, depuis que j'ai mis les pieds dans ce club, voilà, on m'a toujours bien accueilli. Voilà, tout est réuni pour être épanoui dans ce club. Et voilà, aujourd'hui, j'ai disputé ce nombre de matchs, je suis très satisfait. Et puis j'espère que ça va continuer et puis que je vais pouvoir continuer à avoir du succès et puis gagner des titres avec ce club comme j'ai eu la chance d'en avoir dans le passé. Oui, on l'a compris, Djibril, vous êtes focus sur le championnat, sur la saison avec l'AS Monaco. Mais est-ce que dans un coin de votre tête, vous n'avez pas aussi les Bleus et cet objectif euro? Aujourd'hui, je suis focalisé sur mon travail et puis voilà, j'ai à cœur de montrer que voilà, je suis un compétiteur et que voilà, l'équipe de France, ça reste attaché à moi et puis bien évidemment, c'est un objectif pour moi. Maintenant, voilà, je suis réaliste, je suis lucide. Le sélectionneur a assez d'ingrédients et d'aliments pour composer un groupe pour cet objectif-là. Donc je suis attentif sur le terrain et puis on verra ce que l'avenir nous réservera. Et on sera attentif nous aussi. Merci beaucoup Djibril Sidibé d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous. Et nous reviendrons bien évidemment sur le résultat de l'AS Monaco face à Angers dans notre édition de lundi. On retrouve Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Comme chaque vendredi, le gouvernement princier a fait le point sur la campagne vaccinale en principauté. Frédéric. Selon les chiffres arrêtés au jeudi 22 avril inclus, 12 758 personnes ont déjà été vaccinées en principauté, Émilie, soit 33,27% de la population. 11 632 personnes ont reçu l'injonction du rappel, soit 91,17% des personnes vaccinées. Autre information, le gouvernement lance la refonte de son site internet Légimonaco. Le ministre d'État Pierre Dartout a reçu Guillaume Deroubet et Mathieu Balzarini, respectivement directeur général adjoint et directeur des technologies et des systèmes d'information de LexisNexis France, un groupe choisi pour assurer la conception et la réalisation du futur Légimonaco. Ce site internet constitue depuis 2008 l'interface grand public de la politique gouvernementale de diffusion du droit monégasque et accueille les principaux textes législatifs et réglementaires actualisés. La livraison d'une première version du site est prévue pour la fin de l'année 2022. Et enfin, les plats d'Alain Ducasse se sont envolés avec l'astronaute Thomas Pesquet pour la mission Alpha. Thomas Pesquet, accompagné de ses 3 coéquipiers, s'est correctement amarré à la Station spatiale internationale. Ce matin, depuis 2004, Ducasse Conseil collabore avec le Centre national d'études spatiales pour la création d'une gamme complète de repas. L'astronaute français a choisi 15 recettes confectionnées par les brigades du chef monégasque et qui seront dégustées pour des occasions particulières. Merci Frédéric. Deuxième semaine de représentation pour les ballets de Monte-Carlo après Coppelia. La compagnie présente Lac au Grimaldi Forum jusqu'à lundi. José Sacré et Alexandra Marangoni y ont assisté. Lac de Jean-Christophe Maillot fait partie des pièces du répertoire des ballets de Monte-Carlo parmi les plus souvent présentées à travers le monde lors des tournées de la compagnie. Je pense que si on cite un grand ballet dans l'histoire de la danse, le Lac des Cygnes, c'est la première chose qui vient. Donc je pense qu'il y a une curiosité de la part des gens de venir voir quelque chose qu'a priori ils connaissent. Et puis quand ils sont là, comme d'habitude, on essaye de les emmener dans un autre univers tout en leur donnant en partie ce qu'ils attendaient. Créé en 2011, Lac, au fil des années, s'est enrichi de ses différentes distributions. Moi, j'aime bien laisser un espace de liberté aux danseurs où je sais que si ça ne modifie pas de manière fondamentale la chorégraphie et s'il y a quelque chose dans lequel ils se sentent un peu plus confortables, je vais sans aucun doute le lâcher. Il n'y a pas une volonté de ma part, en tout cas, d'être de manière dictatoriale, définitive par rapport à l'écriture chorégraphique. J'aime bien qu'elle respire, j'aime bien que ça vive. C'est la chimique du spectacle qui est intéressante. Comment on structure la distribution en fonction des relations entre les uns et les autres, à quoi va ressembler le cygne blanc par rapport au cygne noir, par rapport au prince, par rapport à son ami. Et bien entendu, il faut que la chorégraphie vive. Il ne faut absolument pas qu'elle reste figée de manière définitive. C'est pourquoi on ne se lasse pas de voir et de revoir Lac de Jean-Christophe Maillot. C'est toujours le même ballet, mais à chaque fois différent. C'est du spectacle vivant. C'est désormais une tradition. Chaque samedi, nous vous proposons une sélection d'ouvrages à ne pas manquer. Nous avons déjà pu vous dévoiler l'histoire du Passeur de Stéphane Coste, de Marina A, le dernier roman d'Éric Fotorino, ou de Sable et de neige de Chantal Thomas. Quel ouvrage a attiré l'attention de Céline Sabine cette semaine? Élément de réponse dans la chronique littéraire. David Thomas, que nous suivons avec intérêt depuis La patience des buffles sous la pluie, paru en 2009, revient cette année avec un nouveau livre intitulé « Seul entouré de chiens qui mordent ». Derrière ce mystérieux titre à rallonge se cache une centaine de nouvelles très brèves, d'1 à 3 pages maximum. Et c'est dans cette concision que réside tout le talent de David Thomas. Il a l'art, en tout juste quelques lignes, d'installer un décor, une atmosphère, de décrire les personnages et leur donner vie. Les protagonistes de ces micro-fictions
sont ces gens ordinaires que nous croisons dans la rue, au café, dans le bus, mais auxquels nous ne faisons pas vraiment attention. À chaque histoire, une tranche de vie, une rencontre amoureuse, l'histoire d'un enfant, d'un vieillard, une rupture ou bien un accident. Leur point commun, l'amour. David Thomas nous invite à porter un regard différent sur ces autres, un regard tendre, bien que souvent teinté d'ironie. Il excelle à dépeindre leurs travers, leurs faiblesses et leurs parts sombres, mais aussi leurs qualités, leurs espoirs et leurs désirs. On se délecte à entrer dans l'intimité de ces femmes et ces hommes, à saisir au vol d'autres vies que les nôtres. C'est une collection d'instantanés, une galerie de miniatures que nous offre David Thomas comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Et retrouvez cet ouvrage ainsi que beaucoup d'autres à la médiathèque de Monaco, n'hésitez pas à demander conseil. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric ? Un dimanche ensoleillé, Émilie, avec toujours un léger voile nuageux et peu de vent. Il fera 14 degrés le matin et 20 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 20h26. Dimanche 25 avril, nous fêterons les marques. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Cette journée en principauté aura été rythmée par les moteurs des monoplaces du Grand Prix historique, une 12e édition à suivre en direct sur notre antenne. On se quitte justement avec les photos de Manuel Vitali qui était au cœur de la course aujourd'hui. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.